Il est 7h40, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. On attend donc la position du Conseil national d'éthique sur l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Nous serons fixés demain. Alors l'Église s'y oppose, ça on le sait, mais va-t-elle s'engager politiquement comme au moment du débat sur le mariage homosexuel, Jean-Michel Apathy? C'est une bonne question, Nikos. La conférence des évêques, il y a 4 jours, a publié un texte où l'Église a fait connaître effectivement son opposition à la PMA. La Manif pour tous également a tenu son université d'été la semaine dernière, et donc les forces en présence, on les connaît, puisque de son côté Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait dit qu'il était pour l'extension de la PMA pour toutes, et le gouvernement devra dire à la fin de l'année ou au début de l'année suivante s'il présente ou pas un projet de loi. Il y a matière à débat sur la PMA pour toutes, parce que à l'origine la PMA c'est une aide aux couples hétérosexuels infertiles, et là si on permet aux femmes seules et aux couples homosexuels féminins d'avoir des enfants, ça exclut toute présence masculine du foyer, toute référence paternelle pour les enfants. Donc on voit bien les débats. L'une des questions qui est posée, c'est de savoir dans quel état d'esprit les opposants mèneront ce débat, parce qu'ils seront évidemment présents. On se souvient qu'il y a 5 ans, lors du débat sur le mariage homosexuel, les deux organisations, Manif pour tous et Église catholique, avaient largement puisé dans le registre homophobe pour faire valoir leur point de vue. Ces organisations disaient, si le mariage homosexuel passe, c'est la fin du mariage, la fin de la société, voire la fin de la civilisation. Tout ça a été largement outrancier. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, avait dit que l'adoption du mariage homosexuel, c'était la porte ouverte à la polygamie et à l'inceste. Rien de moins. Il ne s'est jamais excusé. Et l'homophobie demeure un problème en France. Pour ceux qui en doutent, il suffit de se reporter au journal du dimanche hier, qui rapportait les propos de Marcel Campion, le forain. On comprend que l'homosexualité demeure un problème. J'ai discuté ce printemps avec un dirigeant important de la droite française qui s'était opposé au mariage homosexuel. Et il me racontait sa culpabilité d'avoir assisté à la fin de l'année dernière à un mariage homosexuel. Des amis d'amis l'y avaient invité. Et il disait, j'étais face à 2 personnes amoureuses et j'ai compris là que mon opposition n'avait pas de fondement. Je l'ai encouragé à le dire publiquement. Alors, il n'y est pas prêt, mais ce serait utile pour qu'on réfléchisse à ce que nous avons vécu et pour éviter de le revivre dans le débat légitime autour de la PMA, mais qui doit absolument éviter l'homophobie. Donc on écoutera avec attention demain le Comité national d'éthique à ce propos. Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Décidément, il est impossible d'oublier Alexandre Benalla. Le parquet de Poitiers a ouvert hier une enquête préliminaire après la publication d'une photo par le site Mediapart où l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron apparaît avec un pistolet. Et le problème, c'est qu'à cette période, il n'était pas censé porter une arme, Jean-Michel Apathy. Oui, c'est ça. Alors, Benalla, vous voyez, il s'en va, il revient. Benalla, ça rime avec sparadrap. On s'en défait pas comme ça. La photo remonte au 28 avril 2017. On est entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron fait un meeting, c'est une période importante, du côté de Poitiers. Et Alexandre Benalla se fait photographier dans un restaurant avec une serveuse et 2 autres personnes. C'est un selfie. Alors, le petit souci, vous l'avez dit, c'est qu'il a un revolver sur ce selfie. Un accessoire. Oui, c'est un petit accessoire qu'on sort pas en général pour faire un selfie. En fait, il veut épater la galerie, on l'imagine, et c'est totalement irresponsable. Il est directeur de la sécurité de quelqu'un qui va devenir président de la République. Enfin, quand même, il a la tête un peu légère, ce garçon. Et le deuxième souci, il est juridique, c'est qu'il a le droit, apparemment, d'avoir une arme. Il a un port d'arme qui est réservé aux locaux de la campagne d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas sortir avec. Et donc, vu que ce selfie a été publié par Mediapart, le parquet de Poitiers ne peut pas faire autre chose qu'ouvrir une enquête préliminaire. Cette histoire, en fait, on s'en moque un peu. Et Alexandre Benalla, pour dire les choses simplement, on en a un peu ras-le-bol. Mais il y a toujours un fil entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron, et du coup on se pose des questions. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu faire confiance de manière continue et importante à quelqu'un qui a des attitudes de cow-boy? Ce sont des questions qui nous amènent à réfléchir à la capacité qu'a Emmanuel Macron à juger des hommes et des situations. Et ce ne sont pas des questions anodines, parce que Emmanuel Macron est devenu chef de l'État, donc ce sont des questions qui concernent tous les citoyens. La deuxième question concerne ce que nous venons d'apprendre. Gérard Collomb et Emmanuel Macron étaient très liés. Et puis ils se sont brouillés. Pourquoi se sont-ils brouillés? On nous dit à cause d'Alexandre Benalla. Mais quoi? Pourquoi?
On ne le sait pas. Et si Alexandre Benalla, par ses attitudes, sa manière d'être, a pu brouiller et le ministre de l'Intérieur et le chef de l'État, donc perturber la marche de l'État, on est fondé à se poser quand même quelques questions. Emmanuel Macron va faire une intervention médiatique, dit-on, importante au début octobre. Et on nous dit aussi que toutes les questions vont lui être posées. Donc des questions sur Alexandre Benalla dont il n'a jamais voulu parler jusqu'à présent. Et si on peut donner, si on peut s'autoriser cela, un conseil à Emmanuel Macron, on lui dira de répondre à toutes les questions qui seront posées de manière complète et sincère, s'il veut. Peut-être ne le veut-il pas, mais s'il veut qu'Alexandre Benalla ne rime plus avec sparadrap. Merci Jean-Michel Apathy, c'est votre point de vue tous les jours, tous les matins sur Europe 1 à 7h40. Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et ils sont 58 migrants à bord de l'Aquarius, dont 18 mineurs et une femme enceinte. Ils demandent d'accoster sur le port de Marseille. La France peut-elle les accueillir? En tout cas, c'est pas si simple, Jean-Michel Apathy. Non, c'est pas si simple. Et l'Europe, face à cette crise des migrants qui dure, est en train de perdre ses valeurs et ses repères. Depuis maintenant des mois, la Commission européenne forme des gardes-côtes libyens, leur verse de l'argent pour qu'ils empêchent les migrants de traverser la Méditerranée. La conséquence de ceci, c'est qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, on ne sait pas en fait, de migrants en Libye dans des camps où ils peuvent subir des tortures. Malgré tout, certains migrants se lancent dans la traversée de la Méditerranée et jusqu'à présent, dans leur malheur, ils pouvaient espérer croiser des bateaux humanitaires. Mais ça s'est réduit parce que, sans le dire bien évidemment, les pays européens ont découragé un à un tous les bateaux humanitaires de venir porter secours aux migrants en Méditerranée. Parce qu'officiellement, on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est ça? Officiellement, c'est ça. Et le dernier bateau qui circule encore, c'est l'Aquarius. Mais hier, Panama, à la demande de l'Italie, et dans le silence complice et coupable de tous les autres pays européens, a retiré son pavillon à l'Aquarius, qui devient un bateau pirate et qui ne pourra plus, maintenant, sauver les migrants en Méditerranée. On estime, mais en fait on n'en sait rien, que 2000 migrants, c'est peut-être 6000, vraiment on n'en sait rien, ont trouvé la mort en Méditerranée depuis le début de l'année. Dans un monde d'images, il n'y a pas d'image d'enfants qui se noient dans la Méditerranée et il n'y a pas de témoignage non plus parce que quand on récupère un cadavre, le cadavre ne raconte aucune histoire. Il y a eu une photo il y a quelques mois de cet enfant qui était sur une rive turque. Mais évidemment l'opinion publique n'est pas saisie du drame. 2000 personnes, si on prend ce chiffre bas, qui se noient en Méditerranée, c'est 10 par jour. Nous n'en voyons aucune. Et c'est comme ça que le drame des migrants est en passe d'être résolu par l'Europe. La Libye est devenue une prison, la Méditerranée en cimetière, et pendant ce temps, les pays européens, qui parlent souvent de valeurs chrétiennes, de racines chrétiennes, détournent le regard quand un enfant se noie. Eh bien ça, cette perte de valeur, c'est un problème, parce que l'Europe, qui a inventé les droits de l'homme, ne peut pas continuer à gérer la crise des migrants comme ça. 58 migrants, et aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables d'ouvrir pour eux le port de Marseille. Un jour, peut-être dans longtemps, on aura honte. Pendez les Blancs, c'est le titre du clip de Nick Conrad dont on vous parle depuis ce matin. Les mots sont violents, la condamnation est unanime. Pour le rappeur, c'est de l'art censé secouer les mentalités. C'est vrai que par le passé, il y a eu Orelsan ou encore NTM qui disait à l'époque Nick Tapolis qui avait choqué. Est-ce qu'on est dans le même registre? Vous en pensez quoi, Jean-Michel Apathy? Alors moi ce matin, je pense que Nick Conrad est indéfendable et inexcusable. Son clip est violent, il est ordurier. Il dit je veux dénoncer le racisme dont sont victimes les Noirs et lui-même apparaît comme un épouvantable raciste anti-blanc. Un raciste ne peut pas dénoncer le racisme, ça ne va pas. Du coup, d'ailleurs, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. Il risque de prendre cher, Nick Conrad, avec son clip. On va voir ce que va devenir exactement cette affaire versant judiciaire. Mais pour se défendre, vous l'avez dit, Nikos, Nick Conrad dit, mais c'est de l'art. Donc, sous-entendu, vous ne me comprenez pas. Et il ajoute, il n'a pas tort, que l'art, ça va souvent avec la provocation. Alors, la provocation dans l'art, c'est une vieille histoire. Il y a 2 jours, on a beaucoup parlé, c'était passionnant, de Gustave Courbet et de l'origine du monde. Pourquoi on en a parlé? Parce qu'un chercheur, Claude Schopp, a établi l'identité de la jeune femme, une danseuse de l'opéra, qui en 1866 a accepté de poser, nue, les jambes écartées, devant le peintre, pour qu'il puisse peindre en grand sur un tableau un sexe féminin. Et jamais, jusque-là, dans une œuvre d'art, un sexe féminin n'avait été présenté, et Gustave Courbet a eu le génie d'appeler ce tableau l'origine du monde. À sa sortie,
peut-être encore aujourd'hui. L'origine du monde, c'était une provocation. L'origine du monde, c'était pour les bigots insupportables parce qu'ils voyaient là sur le tableau en grand le fait que l'origine de la vie était naturelle et pas surnaturelle. Aujourd'hui encore, l'origine du monde peut être considérée comme un tableau féministe. Et Gustave Courbet est un immense artiste. Artiste, mais c'est ça la différence. C'est que Gustave Courbet, il avait du talent, alors que Nick Conrad n'a pas de talent. Gustave Courbet, il a su mettre dans sa toile de la générosité, de l'amour, de l'humanité, quand Conrad n'a mis dans son clip que de la violence et de la bêtise. On voit bien la différence. Et puis parlons des Noirs victimes du racisme. Allez sur Internet, regardez les vidéos de Lilian Thuram, champion du monde de football, qui a créé une fondation pour dénoncer le racisme et le combattre par l'éducation. Lilian Thuram est passionnant quand il parle de la mécanique du racisme dans une société et quand il décrit aussi les manifestations du racisme. Il raconte par exemple que lui a subi des crachats parce qu'il est noir, et uniquement parce qu'il est noir. Moi, on m'a jamais craché dessus parce que j'étais blanc. Donc ce racisme existe. Ça prouve que Nick Conrad est le mauvais ambassadeur d'un bon combat. Nick Conrad, il doit regarder Gustave Courbet, il doit écouter Lilian Thuram, et son prochain clip, ça c'est sûr, il sera formidable. Le point de vue de Jean-Michel Apathy, c'est tous les matins, 7h40. 7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Le Premier ministre Édouard Philippe était donc l'invité de l'émission politique de France 2 hier soir avec Thomas Soto, notre ami Eléa Salamé. C'était sa première grande intervention médiatique de la rentrée. Vous avez écouté, décrypté, et puis en tant que journaliste politique, vous savez les doubles sens des mots, mais surtout vous avez ressenti. Oui, j'ai ressenti. Alors déjà, quand on écoute le Premier ministre, c'est quelqu'un qui a toujours mis un peu de distance. C'est une action difficile, le Premier ministre. Il a toujours mis un peu de distance par rapport à l'action, avec ce qu'on appelle l'humour britannique. Je ne sais pas s'il est britannique ou belge, mais enfin, il a toujours pris un peu de distance. Hier soir, il y en avait très peu. C'est-à-dire que le Premier ministre était vite agacé, un peu tendu. Premier degré. Oui, on voit que 15 mois à Matignon, ça pèse, ça use. Et alors moi, j'ai été très surpris. Je trouve que c'est sous-commenté ce matin par les journalistes. J'ai été très surpris de ce qu'il dit. Parce qu'il dit, il est interrogé sur les municipales. On parle de vous, municipales à Paris. Ah non, Paris, pas question. Je n'y pense jamais. Donc là, il ferme la porte. Puis la discussion se poursuit. Il explique que la ville du Havre, dont il a été le maire, lui manque, que la mer lui manque. Et il dit, je cite le Premier ministre, je n'exclus pas du tout de me présenter ou me représenter au Havre. Et on a tout à coup Édouard Philippe qui nous dit, vous savez, moi j'envisage de partir, de quitter Matignon. Il ouvre la porte, c'est ça que j'appelle faire une Gérard Collomb. Gérard Collomb, je comprends maintenant. Voilà, et il s'est arrêté au bord. Gérard Collomb a dit j'y vais, et lui il a dit j'ai très envie d'y aller. Ouais. Et ça quand même, on se dit, mais ça fragilise complètement. Enfin, moi je suis Emmanuel Macron, j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que je cherche un Premier ministre? Je n'ai pas le souvenir d'un Premier ministre en poste qui a dit, vous savez là, je pense à partir, je pense à être candidat à une autre élection. Donc, Édouard Philippe a ouvert la porte à une candidature à la mairie du Havre. Les municipales, c'est dans 18 mois. Et donc Emmanuel Macron, il est peut-être nécessaire et qu'il cherche un Premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire que ça use le pouvoir? Ça veut dire qu'il a un peu ras-le-bol. Ouais. Si son état psychologique, plus ce qu'il dit là, on peut présager. Alors, bien sûr, à partir de demain, ils vont démentir en disant qu'on n'a rien compris, mais enfin, il a quand même dit qu'il n'excluait pas de présenter à la mairie du Havre. À partir de demain, ils vont rétro-pédaler, mais ça veut quand même dire qu'il a un peu ras-le-bol. Ouais. Il y a un autre truc quand même qu'il faut noter, la PMA. Interrogé sur la PMA, Édouard Philippe, alors il dit j'ai changé d'avis, parce qu'avant il était contre, j'ai changé d'avis, donc ça sous-entend que je suis plutôt pour. Mais alors, qu'est-ce que ça sort mal? Il dit, je le cite, j'y suis favorable à titre personnel. Mais non, c'est le chef du gouvernement. Il n'a pas dit que comme chef du gouvernement, il y était favorable. Il dit, je crois qu'on peut y aller. Mais le je crois est de trop, on y va ou on n'y va pas? Il dit, il va y avoir un débat parlementaire, mais pas du tout, monsieur le Premier ministre. Ce qu'on attend, c'est un engagement du gouvernement, une loi à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et il dit aussi ce truc-là, quand on lui dit est-ce qu'il faut rembourser la PMA, il dit oui, mais pas de manière généralisée, absolue et tout le temps. C'est-à-dire, on n'a rien compris, c'est-à-dire que lui-même, il ne sait pas où il en est. Et sur un dossier aussi sensible que la PMA, qui va susciter beaucoup de débats, voir un Premier ministre aussi hésitant, c'était aussi un spectacle hier soir sur France 2. Le point de vue de Jean-Michel Apathy, c'est tous les matins à 7h40 sur Europe 1.